Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité. Au programme d'aujourd'hui, la théorie des intelligences multiples. Quelles sont les différentes intelligences qui existent? Qu'en pense la science à ce sujet? Et puis, saurez-vous reconnaître les vôtres? C'est ce dont nous allons parler dans ce 14e épisode. Bienvenue dans ce 14e épisode. J'espère que vous allez bien et que cette situation de confinement n'est pas trop compliquée pour vous, que vous trouvez quand même de quoi faire. Profitez de faire du tri, de lire vos livres que vous avez achetés mais pas encore lus. C'est personnellement le cas, j'en ai plein que j'ai pas encore lus, alors je profite de le faire petit à petit. Que vous profitez de faire un peu de sport quand même, de regarder tous les films que vous aviez dit que vous alliez regarder. Ou simplement de faire un point sur votre vie, ça fait toujours du bien. Pour le sujet d'aujourd'hui, je vous propose la théorie des intelligences multiples. Alors, il s'agit bien d'une théorie car la science ne l'a à ce jour pas validée. Néanmoins, elle est très intéressante et mérite qu'on s'y intéresse, d'autant qu'elle est parfois utilisée dans des modèles pédagogiques dans les écoles. Cette théorie des intelligences multiples, nous la devons à Howard Gardner, un psychologue américain et un enseignant à l'université d'Harvard. Howard Gardner mène depuis plus de 30 ans des recherches sur l'intelligence. Pour lui, le test du QI que l'on connaît bien, qui permet de déterminer les aptitudes des individus, n'explorerait qu'un éventail restreint de l'intelligence. En 1983, il déduit qu'il existe 8 formes d'intelligence et selon lui, les écoles devraient permettre le développement de toutes ces formes d'intelligence. En fait, la théorie de Gardner pourrait permettre de comprendre les difficultés que rencontre le système éducatif et plus largement notre société. Elle montre aussi que l'école devrait repenser ses modèles d'apprentissage pour permettre à chacun de développer son potentiel d'intelligence selon une gamme de compétences beaucoup plus large. Parce que comment expliquer que certains sont extrêmement doués en mathématiques, par exemple, mais très nuls en dictée malgré tous leurs efforts? Comment ça se fait que certains soient considérés comme nuls à l'école, mais qu'ils arrivent à jouer des compositions musicales au piano au bout de quelques essais seulement? Alors, avant de me plonger dans le côté plus scientifique et psychologique de la chose, je vous propose déjà de découvrir quelles sont ces 8 intelligences. Le premier type d'intelligence est l'intelligence linguistique, aussi appelée parfois l'intelligence verbale. C'est un type d'intelligence qui va se concentrer sur les compétences linguistiques, comme son nom l'indique, et c'est l'aptitude à penser avec des mots et à employer le langage pour exprimer ou saisir des idées complexes. C'est aussi la capacité à utiliser et à comprendre les mots et les nuances de sens. Donc l'intelligence verbo-linguistique, elle va consister à utiliser le langage pour comprendre les autres et pour exprimer ce que l'on pense. C'est une intelligence qu'on peut notamment mesurer dans les tests de QI. Elle va permettre l'utilisation de la langue maternelle, mais aussi des autres langues. Elle va vraiment permettre un apprentissage facilité des langues étrangères parce qu'elle permet de mieux comprendre la logique de la grammaire et de l'orthographe dans tous les types de langues. Et en plus de la compréhension écrite et orale des mots et des sons, cette intelligence va couvrir aussi la capacité à s'exprimer à l'oral, donc à formuler une pensée claire, à développer son imagination et à comprendre le sous-entendu des discours d'une personne, par exemple. Alors, si vous aimez le français ou apprendre les langues en général, si vous avez tendance à jouer avec les mots, si vous aimez lire, écrire, raconter, si vous avez la capacité de penser avec des mots, d'imaginer des histoires, ou de vous exprimer clairement à l'oral ou à l'écrit, vous avez très probablement une grande intelligence verbo-linguistique.
C'est une intelligence qu'on va retrouver dans les écrivains, chez les poètes, les orateurs ou bien encore les avocats, les journalistes, les animateurs radio ou encore les politiciens. Le deuxième type d'intelligence est l'intelligence logico-mathématique. C'est un type d'intelligence qui va se concentrer sur la capacité à penser de façon analytique et à discerner des schémas. Attention, ça ne signifie pas nécessairement que vous soyez bon en mathématiques, mais que vous les apprenez plus facilement. Les personnes qui ont ce type d'intelligence vont posséder la capacité de calculer, de mesurer, de faire preuve de logique et de résoudre des problèmes mathématiques et scientifiques. Elles vont analyser les causes et les conséquences d'un phénomène ou d'une action et vont être capables d'expliquer le pourquoi des choses. Et elles vont aussi avoir tendance à catégoriser, à ordonner les objets. Donc si vous êtes une personne qui aimait résoudre des problèmes mathématiques ou scientifiques, si vous avez tendance à vous poser des questions sur le pourquoi des choses, si vous aimez savoir comment elles fonctionnent, si vous avez tendance à catégoriser ou ordonner les objets et à utiliser votre logique et raisonnement assez souvent, eh bien vous faites sûrement partie des personnes qui ont une intelligence logico-mathématique élevée. On va retrouver ce type d'intelligence chez les personnes qui sont dans le milieu scientifique, les médecins en général, les informaticiens, les mathématiciens, les gens qui travaillent dans la finance et chez toutes les personnes dont la logique et la résolution de problèmes est nécessaire dans leur quotidien. La troisième intelligence est l'intelligence corporelle kinesthésique. C'est avoir la capacité d'utiliser son corps pour exprimer une idée, un sentiment ou de réaliser une activité physique donnée et de manipuler des objets de manière très fine et élaborée. C'est un type d'intelligence qui va vous permettre vraiment d'utiliser votre corps avec plus d'habileté que les autres. On connaît tous énormément de sportifs, que ce soit dans le tennis, le foot, le basket, qui ont cette intelligence très développée et qui leur permet d'utiliser leur potentiel intellectuel pour mesurer, par exemple, la force du tir selon la distance du but ou du panier, de calculer la hauteur et la vitesse et de traduire en fait toutes ces données en mouvements corporels. Pareil pour les danseurs qui, en plus d'avoir un bon rythme, arrivent à calquer leur corps à la musique et à s'exprimer de cette façon. Donc si vous avez une conscience particulière des mouvements et des sensations, si vous aimez faire des exercices physiques ou pratiquer des sports, si vous avez des aptitudes en mécanique ou si vous aimez fabriquer des choses avec vos mains ou que vous réalisez assez facilement des tâches manuelles, c'est très probable que vous ayez une intelligence corporelle kinesthésique élevée. Ce type d'intelligence, on va la retrouver particulièrement dans les professions de danse, les athlètes, les sportifs, les chirurgiens, les peintres, tous les gens du spectacle en général et les artisans ou tout autre métier manuel. La quatrième intelligence est l'intelligence spatiale. C'est une intelligence qui va permettre à la personne de se faire une représentation spatiale du monde dans son esprit très facilement. Ça va lui donner la capacité de créer des œuvres d'art, par exemple, d'agencer des espaces, des meubles, des objets ou des vêtements très facilement, bref, de penser en images. Donc comme je disais, l'intelligence spatiale va permettre à la personne d'utiliser des capacités intellectuelles spécifiques pour avoir mentalement une représentation spatiale du monde. Certains peuples, par exemple les Amérindiens, qui voyagent en forêt la plupart du temps, ont beaucoup de facilité à se faire une représentation mentale du terrain. Ils visualisent des points de repère, des cours d'eau, des lacs, des types de végétation, des montagnes et vont s'en servir pour progresser. Donc si vous aimez les arts visuels, par exemple le dessin, la photographie, la sculpture, si vous avez de la facilité à vous créer des images mentales, donc à imaginer des choses, si vous reconnaissez facilement les formes, les couleurs et les textures, ou si vous organisez l'espace, les objets et les surfaces sans problème, il est très probable que vous ayez une intelligence spatiale élevée.
C'est un type d'intelligence qu'on va retrouver très souvent chez les artistes, les géographes, les peintres, les dessinateurs de mode, les décorateurs, architectes ou photographes. La 5e intelligence est l'intelligence interpersonnelle. On va la retrouver chez les personnes qui ont plus d'empathie que les autres. On peut aussi parfois l'appeler l'intelligence sociale et elle va permettre à l'individu d'agir et de réagir avec les autres de façon correcte et adaptée. Elle va l'amener à constater les différences et les nuances de tempérament, de caractère, de motifs d'action entre les personnes. Les gens qui ont ce type d'intelligence ont beaucoup d'empathie, ils coopèrent facilement, ils sont tolérants avec les autres et cette intelligence permet aussi de détecter les intentions de quelqu'un sans qu'elles soient avouées. Donc si vous aimez travailler et collaborer avec les autres plutôt facilement, si vous aimez parler aux gens et les influencer, si vous avez une bonne écoute et que vous êtes empathique, donc que vous pouvez vous imaginer à la place de l'autre et comprendre leurs sentiments, si vous possédez une habileté à résoudre les conflits et les problèmes relationnels, ou bien encore si vous aimez diriger, organiser et convaincre, c'est probable que vous ayez une intelligence interpersonnelle élevée. Ce type d'intelligence va faire d'excellents travailleurs sociaux, d'excellents politiciens, des bons leaders ou des enseignants. Le 6e type d'intelligence est l'intelligence musicale. C'est un type d'intelligence caractérisé par la capacité à se souvenir de la musique, apprendre facilement d'un instrument et à apprécier les subtilités de la musique que les autres n'entendent pas. Les personnes qui possèdent une intelligence musicale sont donc capables d'utiliser les sons, les rythmes et les mélodies pour s'exprimer. Ils vont reconnaître, mémoriser et interpréter des pièces musicales facilement. Ils aiment chanter, fredonner et battre la mesure. Ils jouent souvent d'un instrument de musique et ils sont sensibles à la musicalité des mots et des phrases, à l'émotion véhiculée par la musique. On retrouve cette intelligence chez les musiciens, évidemment, mais aussi chez les musicothérapeutes, les critiques de musique, les danseurs, les chorégraphes ou les techniciens de son. La 7e intelligence est l'intelligence intrapersonnelle. C'est une intelligence centrée sur l'intérieur. C'est l'aptitude à faire de l'introspection, c'est-à-dire à revenir à l'intérieur de soi, à identifier ses sentiments, à analyser ses pensées, ses comportements et ses émotions. C'est l'intelligence de l'introspection, de la psychologie analytique. Cette forme d'intelligence permet de se comprendre soi-même, de voir ce qu'on est capable de faire, de constater ses limites et ses forces, d'identifier ses désirs, ses rêves et de comprendre ses réactions. C'est aussi la capacité d'aller chercher de l'aide en cas de besoin. Elle va permettre d'anticiper ses propres comportements en fonction de la bonne connaissance de soi. Les personnes qui possèdent cette intelligence sont généralement des personnes intuitives. Elles ont le sens de l'autocritique et elles aiment apprendre et s'améliorer. Donc si vous aimez faire de l'introspection, si vous connaissez très bien vos sentiments, vos forces et vos limites, si vous avez des rêves, des projets et des buts et que vous agissez vraiment en conséquence pour les atteindre, si vous aimez réfléchir, vous auto-évaluer, vous discipliner et si vous avez tendance à apprécier la solitude, vous avez probablement une intelligence intrapersonnelle élevée. Ce type d'intelligence va donner d'excellents acteurs, artistes, philosophes, poètes, psychologues, enseignants ou médiateurs. La dernière intelligence est l'intelligence naturaliste. C'est une intelligence relative au monde naturel. Les personnes qui ont ce type d'intelligence vont comprendre leur environnement et sont souvent capables d'apprendre facilement les différents types de plantes et les différentes espèces animales. L'intelligence naturaliste va vraiment permettre d'être sensible à ce qui est vivant ou de comprendre l'environnement dans lequel l'homme évolue. C'est la capacité d'apprécier, de reconnaître et de classer la faune, la flore et le monde minéral. Donc si vous aimez la nature, les animaux, si vous aimez les observer,
si vous avez tendance à organiser, sélectionner et regrouper de l'information sur la faune ou la flore et le monde minéral, si vous vous préoccupez de l'environnement et si vous êtes sensible à ce qui est vivant, il est probable que vous ayez une intelligence naturaliste élevée. On va retrouver ce type d'intelligence chez les zoologistes, les botanistes, les archéologues, les jardiniers, les océanographes, les explorateurs, les chasseurs, les pêcheurs et même chez les chefs cuisiniers. Alors, il y a une 9e intelligence que Howard Gardner ne considérait pas vraiment comme une intelligence à part entière, mais plutôt de 8,5. Alors, je vais quand même vous l'expliquer car elle est tout de même très intéressante. Il s'agit de l'intelligence existentielle. C'est l'intelligence des penseurs profonds et des philosophes. C'est l'intelligence qui pousse les gens à remettre en question l'existence elle-même. Donc les personnes qui ont ce type d'intelligence ont l'aptitude à se questionner sur le sens et l'origine des choses. Elles ont la capacité à penser nos origines et notre destinée. Cette intelligence existentielle ou spirituelle, elle est encore définie comme l'aptitude à se situer par rapport aux limites cosmiques, c'est-à-dire se situer par rapport à l'infiniment grand et à l'infiniment petit. Donc les gens pour qui le domaine de l'immatériel, de l'invisible ou de la spiritualité parle, tous ces gens qui ont de la facilité à parler de ces sujets, à se poser des questions sur ce qu'on fait ici sur Terre par exemple, ont ce type d'intelligence. Et elle va donner d'excellents médecins de médecine parallèle ou encore de très bons psychologues. Alors, qu'en est-il au niveau scientifique ? Eh bien, Howard Gardner, quand il a proposé cette théorie, il a mis en avant certains points. Le premier étant le fait que lorsqu'il y a des lésions dans le cerveau, dépendamment de la zone qui est touchée, la personne perdra certaines formes d'intelligence. Elle ne sera par exemple plus capable de faire des calculs simples, mais pourra par exemple très bien dessiner. D'autre part, il remarque que les génies ne développent pas tous la même forme d'intelligence, que ce soit Freud, Einstein, Picasso ou Gandhi. Ils sont tous géniaux, mais dans des domaines différents. De même, en classe, dans les activités de loisirs ou à la maison, chaque enseignant ou parent sait combien l'intelligence des enfants peut être multiple. Voilà donc d'où est partie la théorie, mais elle n'a pas été unanimement acceptée par la communauté scientifique. Aujourd'hui, la question cruciale et légitime est: est-ce que ces intelligences sont effectivement à l'œuvre dans notre tête ? Est-ce qu'on peut les voir fonctionner dans le cerveau ? Qu'en dit l'imagerie cérébrale ? Eh bien, avec les progrès de l'informatique, des sciences cognitives et de l'imagerie cérébrale, on peut aujourd'hui produire sur ordinateur des images reliées à l'activité du cerveau de l'adulte ou celui de l'enfant. Plus exactement, c'est l'activité des réseaux cérébraux, chacun composé de millions de neurones que l'on peut mesurer avec ces techniques. Et donc, des tests ont été faits pour valider la théorie des intelligences multiples. Les résultats sont les suivants. La plupart des formes d'intelligence décrites par Gardner correspondent effectivement à une partie spécifique du cerveau. C'est-à-dire qu'on a pu voir en action des parties spécifiques du cerveau pour chacune des 7 premières intelligences. L'intelligence naturaliste et l'intelligence existentielle ne semblent pas constituer une forme d'intelligence à part entière, en tout cas du point de vue de l'imagerie cérébrale. Donc cette théorie de l'intelligence multiple est une réalité, on peut effectivement le voir en imagerie cérébrale, mais par contre, qu'est-ce qui détermine qu'un enfant ou un adulte sera plus doué en mathématiques que l'autre, que l'un aura plus de facilité que l'autre en orthographe et qu'une autre personne aura un sens du rythme exceptionnel ? C'est encore un mystère. Évidemment, on se dit que chacun vient au monde avec un certain bagage génétique qui prédisposerait à des aptitudes logiques, d'autres verbales, d'autres musicales, etc.
mais il est clair que l'environnement précoce, que ce soit l'environnement familial, éducatif, voire même quand l'enfant n'est pas encore né, renforce et développe fortement l'affinité qu'il aura pour l'une ou l'autre faculté. Cette théorie de l'intelligence multiple est un outil aujourd'hui utilisé dans de nombreux établissements scolaires pour développer et réparer l'estime de soi des élèves, leur apprendre à apprendre et les aider à réfléchir à leur parcours scolaire. Alors personnellement, moi j'aime beaucoup cette théorie parce que effectivement je trouve que c'est important que les enfants, que les élèves, les étudiants puissent vraiment se sentir bien dans leur peau en se disant que s'ils sont nuls en maths, c'est pas grave parce qu'ils sont très certainement doués pour d'autres choses. Et vice versa, il y a des gens qui seront très doués en maths mais très nuls, je sais pas, en dessin. Et c'est aussi ça qui fait la richesse de notre monde. Si on était tous mathématiciens ou chimistes, on aurait peut-être moins d'artistes, donc ça serait un peu triste. Et pareil, si on avait tous de la créativité, mais qu'on était tous nuls en sciences, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc il faut vraiment un équilibre, je pense. Et c'est important aussi d'observer comment ça se traduit chez les enfants pour vraiment les encourager là où ils sont meilleurs et peut-être à les aider en fait à développer les autres intelligences, mais en s'appuyant sur leurs points forts. Par exemple, si on prend un enfant qui est plutôt artistique, et qui en plus a une intelligence spatiale élevée, mais qui au contraire déteste les maths, pourquoi ne pas exploiter ses dons et son goût pour le spatial et la créativité pour développer ses capacités en maths, par exemple, je sais pas, en lui donnant des problèmes de maths logiques à résoudre selon l'espace, avec des couleurs, enfin vraiment quelque chose qui puisse vraiment imbriquer les apprentissages les uns dans les autres et utiliser ses points forts pour combler ses points faibles. Et je pense peut-être que ça serait plus logique et plus facile que le modèle scolaire se concentre là-dessus et non seulement sur ce qui est mathématiques, linguistique. Voilà, je trouve qu'il y a tellement d'autres intelligences qui sont importantes à développer et pour le développement de l'enfant, c'est aussi extrêmement important pour pas qu'il se sente nul, pour pas qu'il perde confiance en lui. Je pense que c'est important de lui montrer qu'il a aussi plein de points forts et de les mettre en valeur. Si jamais ça vous intéresse de découvrir quelles sont vos intelligences, j'ai mis 2 liens en description de cet épisode. Le premier, c'est un test en français avec quelques questions. Il faut vous inscrire et tout, mais après, si jamais, vous pouvez toujours vous désinscrire, vous désabonner des emails si vous continuez à en recevoir. Là, vous allez recevoir en fait... du coup, vous allez répondre à des questions et vous allez recevoir votre intelligence principale, celle qui domine. Ensuite, si vous voulez connaître les autres, il faut payer. Mais bon, ça, vous n'êtes absolument pas obligé. Moi, je ne suis pas allée jusque-là quand même. Et le deuxième lien est un lien en anglais. Donc si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à faire ce test car il est très très complet et vous avez vraiment un grand rapport avec le pourcentage pour chaque intelligence et comparé aussi à la moyenne des autres gens qui ont fait ce test. Donc vraiment n'hésitez pas, celui-ci est très intéressant et si vous ne comprenez pas l'anglais mais que vous voulez vraiment le faire, demandez peut-être de l'aide à quelqu'un qui comprend l'anglais et qui pourrait vous traduire, histoire que vous puissiez quand même le faire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.